Chapitre 97. L'auteur nous introduit pour la première fois les 4 piliers de Ryo, que je vais ici renommer les 4 piliers de Kin: Shueikun, Mubu, Saitaku et Richi, chacun représentant l'excellence dans leur domaine respectif, à savoir les affaires militaires, la guerre, la diplomatie et la législation. Ces 4 hommes forment l'élément clé qui permettra à un homme tel Keisei ou Ryofui de réaliser ses ambitions pour l'état de Kin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être déjà deviné, nous allons analyser la lutte de pouvoir entre Sei et Ryofui à travers les 4 piliers de Kin. Donc nous verrons comment leur choix final entre la faction du roi et celle du chancelier d'État sera décisif pour l'issue de ce conflit. On va donc analyser ces personnages un par un pour comprendre pourquoi ils ont agi de la sorte et ce qui les a influencés en fait dans leur choix. Mais avant ça, il faut définir clairement les visions d'Eisei et de Ryofui. Les projets de Ryofui et d'Eisei pour Kin sont confrontés les uns aux autres dans une pièce de l'ancien palais où se déroule la cérémonie de passage à l'âge adulte de Sei. Étant conscient de l'importance de ce moment, ce dernier a fait venir Saitaku, Richi et Rui afin qu'ils soient témoins de cet échange, mais également en espérant qu'ils se rallient à sa cause. Richi et Saitaku ont d'ailleurs l'air surpris, car ils ne semblent pas connaître le rêve de Sei, à savoir l'unification de la Chine. C'est dans ce contexte que Ryofui commence à expliquer sa vision. Selon lui, c'est l'invention des systèmes monétaires qui est à l'origine de la Chine telle qu'ils la connaissent. L'argent est l'arme de Ryofui. C'est pour lui un moyen de contrôler les gens par leur avidité et afin de renforcer un État. Car selon lui, les gens sont avides par nature, et l'argent amplifie cette avidité parce qu'il permet de se comparer concrètement aux autres. C'est ce mécanisme qui pousse les hommes à agir parfois aveuglément dans leur intérêt personnel. Pour Ryofui, s'enrichir est le but ultime de chaque être humain. Sa société idéale serait alors une société où chacun œuvrerait pour ses propres intérêts, car c'est de cette façon qu'un souverain pourrait rendre un maximum de ses sujets heureux. Étant un ancien marchand, et ayant fait ses preuves depuis bien longtemps, car il s'est lui-même hissé au sommet de la société, Ryofui en vient donc à la conclusion qu'il est le plus à même de diriger ce projet et d'être à la tête de l'État. Ryofui veut donc gouverner grâce à l'argent. Maintenant, il y a une différence entre une utopie et un projet réalisable. Et pour tester cette vision des choses, Saitaku questionne Ryofui sur la place de son état de Kin dans la Chine actuelle. Comment la prospérité de Kin sera-t-elle possible dans une ère aussi troublée par la guerre? Et à ça, Ryofui répond que, justement, les Chinois n'aspirent qu'à cette prospérité, et que Qin doit montrer l'exemple et partager ses richesses avec les autres États pour diminuer la violence. Et je dis bien diminuer, car Ryofui ne pense pas que l'on puisse stopper les guerres, parce que les hommes sont de par leur nature toujours amenés à se battre, que ce soit pour une idéologie, pour protéger leurs proches, par avidité ou pour satisfaire leur désir de vengeance. Et essayer d'arrêter cela, c'est combattre la nature même de l'homme. Le chancelier d'État part donc de ce constat pour trouver la meilleure voie possible pour les citoyens de Qin. Et c'est précisément là que se trouve la différence avec Eisei. Contrairement à son pragmatique chancelier, le roi a malgré son jeune âge vécu des choses terribles, et il a vu des gens tels que Shika et Yu se sacrifier pour lui. Il a pu en déduire que la véritable nature de l'homme est la lumière, et leur sacrifice laisse cette lumière en héritage aux générations suivantes. C'est en faisant le bien, génération après génération, qu'un monde meilleur, riche des enseignements légués par nos ancêtres, se construit. Et si certaines personnes sombrent dans les ténèbres, c'est parce qu'ils n'ont pas rencontré quelqu'un capable de réveiller le bon qui sommeille en eux. Étant passé par ce chemin, Sei en est parfaitement conscient. Il croit alors que pour sortir du bourbier des guerres incessantes, il est de son devoir ainsi que de celui de ses contemporains d'aller au bout de l'unification de la Chine, de se sacrifier pour permettre aux générations suivantes de vivre dans un monde en paix sans jamais connaître la guerre. Alors que Ryofui dénonce le coût phénoménal en vie humaine qu'amènera le rêve d'Eisei, ce dernier tente quant à lui de démontrer que l'avenir du monde de Ryofui ne sera pas fondamentalement différent, car la guerre et les conflits ne cesseront pas. Ce serait alors seulement une fuite du réel problème qu'est la guerre. Quoi qu'il en soit, par ce débat, chacun des deux opposants aura prouvé sa capacité à mener son rêve à bien. Et c'est là que leurs partisans, et plus précisément les piliers de Qin, vont les départager. On va commencer par analyser la position de Mubu dans ce conflit.
J'avoue, j'en parle en premier parce que c'est celui pour qui il y a le moins de choses à dire. Mubu est né dans l'état de Ki. Il a suivi très jeune son père, Mugu, d'état en état, jusqu'à ce que celui-ci trouve une place d'officier dans l'armée de Qin. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils étaient loin d'être la famille noble et riche qu'ils sont à l'heure actuelle. On les voit demander l'asile chez des fermiers et dormir sur la paille dans des granges. Puis, on revoit Mubu, vers ses 10-12 ans, déjà accompagné de Shue-kun. Il a l'air bien mieux habillé. Mais on peut se demander si Mubu était déjà au service de Ryofui à l'époque, vu qu'il est avec Shue-kun. Je pense que son père l'a inscrit dans une académie militaire et qu'il y a rencontré son ami. Puis c'est en regardant les meilleurs éléments de l'école que Ryofui les aurait recrutés. Mubu représente le bras armé de la faction de Ryofui, mais il s'est assez rapidement éloigné de ce dernier, car la politique l'ennuie et il préfère de loin le champ de bataille à la cour royale. Malgré cela, les quelques fois où ils ont été réunis ont souligné leurs désaccords, comme lorsqu'on les a aperçus pour la première fois et que Ryofui a mis fin à l'audience royale de Mubu, qui alors réclamait le retour du système des 6 grands généraux, ou bien rappelez-vous l'alliance Qinzhao qui a été initiée par le chancelier, mais grandement désapprouvée par son général. Rappelez-vous de la scène où lui et ses hommes ont bu tout l'alcool, ont cassé les jarres et sont partis. C'était quelque chose quand même. À part ça, il me semble qu'en cas de succès de la rébellion de l'état de Hai, Ryofui avait prévu de rappeler Mubu pour reprendre Kanyu et lui permettre d'accéder au trône de Qin. Je pense que Mubu l'aurait fait, mais plus pour l'état en lui-même que pour Ryofui. Enfin, le rêve de Mubu, devenir l'homme le plus fort de Chine, ne pourra se réaliser que dans une Chine unifiée. C'est en effet le meilleur moyen de prouver sa force au monde entier. Il est donc tout naturel que Mubu se soit éloigné de Ryofui. Passons maintenant à Shue-kun. Il semble être entré au service de Ryofui en même temps que Mubu. Mais contrairement à ce dernier, son rôle de responsable des affaires militaires au sein de la faction du chancelier est primordial. Dès son apparition, il est classé parmi les combattants, mais on voit qu'il est aussi très influent à la cour. En effet, lorsque Ryofui prend le rôle de chancelier d'État, personne ne remet en cause l'accession de Shue-kun au poste de chancelier de droite. De plus, son sens de la stratégie reconnu par tous lui permet de prendre des initiatives importantes, comme lorsqu'il a convoqué Uki afin qu'il devienne le général en chef des forces de Qin à Bayou. Shue-kun, c'est quelqu'un qui a sa propre vision des choses, son propre jugement, et bien qu'il soit dans la faction de Ryofui, il ne le suit pas aveuglément. Il fait ce qui lui semble juste, ou du moins bon pour l'état de Qin. Il est né à Shu, mais ça ne l'empêche pas d'être un fervent patriote, et c'est justement cet esprit critique et ce patriotisme qui va le pousser à rejoindre le roi. Quand on observe les développements de Sei et de Ryofui, ainsi que leurs actions, la différence est flagrante. Alors que le premier agit dans les intérêts de son état, le second ne pense qu'à la lutte de pouvoir, et manque cruellement de connaissances à propos de la guerre. Même si ce décalage n'était pas très visible au niveau du manga, et rappelez-vous de la scène de négociation avec Riboku, le charisme et la force mentale que dégageait Ryofui à ce moment-là étaient incroyables, c'était vraiment quelque chose. Mais au fur et à mesure que l'on avançait dans le manga, le chancelier s'est petit à petit effacé de la scène internationale au profit du roi, tandis qu'il se concentrait sur des complots. Cette tendance a atteint son paroxysme au moment de la guerre de la coalition, et je pense que c'est à ce moment précis que le chef des affaires militaires a définitivement choisi son camp. L'état de Qin était alors dans un moment critique de son existence, au bord de la chute, car Riboku se rapprochait dangereusement de la capitale. Et alors que Shue-kun, Shogun-kun et le roi faisaient des simulations pour trouver un infime moyen de repousser Zhao, le chancelier quant à lui prévoyait de faire assassiner Heisei et de livrer sa tête à l'ennemi en espérant qu'il s'en contenterait. Alors, non seulement c'est peu probable, mais en plus cela montre que les ambitions de Ryofui passent avant la défense de l'État, un État qu'il est prêt à sacrifier et à affaiblir pour ses propres intérêts. Et ça, pour un patriote tel que Shue-kun, ça ne passe pas. Il a donc préféré aider son roi en le conseillant du mieux qu'il a pu. Et contrairement au chancelier, Heisei et sa faction se sont battus jusqu'au bout. Ils sont allés en personne se battre sur le champ de bataille. Et ce sont eux qui ont sauvé Qin pendant que la faction de Ryo était restée à Kanyu. Et depuis ce moment-là, ce n'était plus qu'une question de temps pour que Shue-kun le rejoigne Heisei. Ryofui le savait, mais bien qu'il dise qu'il n'avait plus besoin de lui, il s'en est sûrement mordu les doigts, parce qu'il a perdu l'un de ses meilleurs atouts. Ce même atout qui a ensuite renversé la situation à Kanyu et écrasé l'armée rebelle.
Richie. Richie est le pilier le plus discret. C'est celui que nous lecteurs connaissons le moins. Contrairement aux deux précédents, nous ne savons pas de quelle région il est originaire, et s'il a une dette ou non vis-à-vis de Ryofui. Richie est probablement le plus investi dans la faction du chancelier, et c'est l'incarnation du zèle. Le gars est carré, il est efficace et va droit au but. Je ne pense pas que Richie soit du genre à choisir un camp pour le pouvoir en lui-même ou l'argent. S'il est dans la faction de Ryo, c'est plutôt par conviction, parce qu'elle est en accord avec ses propres convictions. Richie recherche la prospérité de l'État, c'est un mercantiliste. Il ne comprend pas l'intérêt de la guerre, car les potentiels gains lui semblent bien maigres par rapport aux coûts très importants que les guerres engendrent. Sa vision des choses diffère donc beaucoup de celle de Sei, et c'est pour cela qu'il est resté jusqu'au bout aux côtés de Ryofui en tant que bras droit, quitte à ensuite finir en prison. Le seul petit motif de rupture avec Ryofui que j'ai pu noter chez lui, c'est leur différence de caractère. L'efficacité du légiste est assez éloignée du comportement joueur du chancelier. Richie ne comprend pas pourquoi Ryofui n'élimine pas directement Sei, alors qu'il en a la possibilité au début du manga. Il a aussi du mal à comprendre le jeu dangereux que joue Ryofui en ayant des relations avec la reine-mère. L'attitude joueuse de Ryofui le pousse à prendre des risques, ce qui agace Richie. Malgré tout, Richie restera fidèle à Ryofui jusqu'au bout et il finira en prison. Mais son rôle est loin de s'arrêter là. Il est revenu sur le devant de la scène car son talent de légiste est indispensable pour inscrire l'unification de la Chine dans le temps. Heisei a beau être un souverain talentueux, il reste un homme mortel. Et s'il souhaite que son rêve lui survive, il convient d'organiser une nouvelle société durable grâce à la législation. C'est en très grande partie grâce aux lois que chaque citoyen, habitant Qin, Zhao ou bien Wei, se sentiront chinois avant toute chose, et ils pourront profiter des mêmes droits. C'est en cela que Richie est amené à devenir l'un des personnages les plus importants de la fin de Kingdom. Saitaku. J'ai choisi de le garder pour la fin car c'est le pilier qui m'a le plus surpris durant la préparation de cette vidéo. Ce personnage est très bien écrit et son développement subtil le classe parmi les grands de Kingdom. Je le trouve très sous-coté et j'espère ici lui redonner un peu du crédit qu'il mérite. Saitaku est né à Yan. C'est le plus vieux des piliers de Qin. Il est devenu chancelier sous le roi Shō, l'arrière-grand-père de Sei, en battant le chancelier précédent dans un combat intellectuel, ce qui est loin d'être donné à tout le monde. Saitaku est ensuite devenu le plus grand diplomate de Qin à l'étranger, avec une prédilection pour sa région natale, Yan, et pour Qi. Lors de son introduction, on peut remarquer que ce personnage semble agir à sa guise, sans vraiment se soucier des deux principales factions. Bien que provisoirement dans le camp de Ryofui, il n'a aucune dette envers lui, et ce dernier l'appelle même maître ou bien sensei en raison de sa grande expérience poétique. Des personnages comme Shoei-kun n'hésitent d'ailleurs pas à rajouter les suffixes dono ou bien sama après son nom. Ces particules en japonais sont utilisées pour désigner la noblesse et l'importance d'une personne. Saitaku est un électron libre qui agit dans l'intérêt de Qin. Ainsi, lorsqu'il négocie la sortie de l'état de Qi de la coalition, il ne le fait ni pour Ryofui ni pour Sei, mais seulement dans l'espoir de préserver son pays. Mais alors, pourquoi Saitaku se positionne-t-il aux côtés du chancelier? Eh bien, comme il nous l'a dit au début du manga, Saitaku se range du côté du plus fort, c'est-à-dire de celui qui sera le plus à même d'emmener le pays dans la bonne direction. Or, à l'époque, Ryofui était largement au-dessus du lot, personne n'était en mesure de rivaliser avec lui. Cependant, malgré les apparences, le diplomate n'a pas toujours été aussi rationnel. Si l'on analyse le comportement de ce personnage pendant le débat entre Sei et Ryofui, on peut observer à chacune de ses participations qu'il ressent de l'admiration pour le chancelier. Mais lorsque le roi parle de son projet pour la Chine, Saitaku est bouche bée, et sa réaction va bien au-delà de la simple admiration. Pour comprendre ce qui l'anime, il faut retourner à ses débuts en tant que chancelier de Qin. Saitaku était pétri d'idéaux et avait pour but de gouverner un peuple prospère, vivant en paix, loin de la guerre. Mais il a fini par abandonner cet idéal, ne pouvant trouver de chemin y menant. Il est alors devenu rationnel et s'est progressivement rapproché de Ryofui. Mais cette lumière, bien que réduite, ne l'a jamais quitté, et le discours du roi l'a fait ressurgir. C'est ce déclic qui a ensuite poussé Saitaku à convaincre Uken, le roi de Qi, de rencontrer Heisei à Qin, car il savait pertinemment qu'ayant connu la ruine après que son pays se soit fait écraser par la coalition de Gakuki,
le souverain de l'Est partage la vision de celui de l'Ouest. Hara a tellement bien écrit ce personnage que si vous êtes assez observateur, vous avez pu remarquer qu'il a pris soin de retranscrire les émotions de Saitaku à travers ses problèmes cardiaques, qui se manifestent à chaque moment fort des discours de Sei. On comprend alors que le diplomate numéro 1 de Kin était depuis longtemps aux portes de la mort, mais qu'il avait résisté malgré tout, dans l'espoir de voir un jour un roi de la trempe de Sei. Saitaku meurt ainsi en paix après avoir accompli son ultime mission pour Heisei, obtenir la capitulation d'un royaume ennemi sans combattre. Et ça, c'est beau. Que faut-il retenir de tout cela? Comme je l'ai dit dans la première partie, les projets d'Heisei et de Ryofui sont valables. C'est donc sur leurs compétences personnelles que la différence s'est faite. Sei a démontré qu'il était plus capable de gouverner efficacement dans un contexte de guerre permanente que son adversaire. Toutefois, bien que son principal ennemi politique soit vaincu, la vision du roi sera plusieurs fois mise à l'épreuve. D'un côté par le roi de Qi, mais surtout dernièrement par Kanki, nouvel antagoniste à l'intérieur du pays. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous laisser un autre format que des reviews ou un focus sur un personnage en particulier. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Vous avez vraiment explosé les stats de la dernière vidéo. Au moment où je vous parle, elle a dépassé les 5000 vues. En partant de pas grand chose, pour moi c'est vraiment énorme. J'ai reçu pas mal d'encouragements, d'avis et de conseils aussi. Donc merci pour ça, c'est vraiment vos retours qui me motivent et qui me motivent vraiment à continuer cette chaîne et ça contribue à son développement. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.